Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Et oui, bonjour à tous, vous le savez, à cette heure-là, on ouvre les débats de l'été sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 13h avec Maxime Troulou qui nous rejoindra à partir de midi. Beaucoup de débats, de sujets d'actualité, quel que soit d'ailleurs le sujet. Vous nous appelez 0826 300 300. Manu vous attend au standard. Vous faites ces débats également de l'été avec nos invités, nos débatteurs. Tout à l'heure, on va en plonger dans le grand bain. Bah oui, c'est encore l'été, on en profite. Attention, un bain olympique. Pourquoi ? Eh bien parce que le club toulousain de Léon Marchand a 4 titres olympiques sur ces Jeux de Paris. Eh bien, ce club toulousain revendique l'un des bassins en kit qui a été construit à l'occasion de ces JO. On verra, on sera avec le président du club du TOEC, les dauphins du TOEC, dans quelques minutes pour tout nous expliquer. Mais d'abord, place à notre premier invité. Les débats de l'été Sud Radio. C'est l'un des quartiers sensibles de Nîmes, gangréné par les trafics de drogue. Le quartier Pisevin a désormais son commissariat de police. Ouvert au public depuis hier, il sera inauguré lundi prochain, 1 an après la mort du petit Fayed. Vous en souvenez, 10 ans, tué le 21 août 2023, victime d'un règlement de compte entre trafiquants. François-Xavier de Bonneville, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes policier à Nîmes, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. C'est peu dire s'il était attendu, ce nouveau commissariat dans le quartier, François-Xavier de Bonneville. Oui, tout à fait. Bon, par contre, je pense que vous n'êtes pas au courant des dernières informations. Ah, allez-y alors. Eh bien, en fait, cette nuit a eu lieu un incendie sur un commerce à proximité du poste de police. Et donc le poste de police est malheureusement impacté, c'est-à-dire que un mur mitoyen entre les deux est peut-être endommagé. Bon, ça faudra attendre les experts, savoir si on peut encore y travailler en toute sécurité et recevoir du public. C'est-à-dire que ce matin il est fermé ? Ah, ce matin il est fermé, oui, tout à fait. L'enquête est en cours, savoir pour connaître les causes de cet incendie. Mais oui, ce matin il ne fonctionne pas. C'est trop, pour l'instant, les experts ne sont pas passés, on ne sait pas si on peut y travailler. Un commerce visé, juste à côté de ce commissariat, vous pensez qu'indirectement, c'était plus le commissariat qu'on visait que ce commerce ? C'est quoi les remontées que vous avez pour le moment, les informations, François-Xavier de Bonneville ? Écoutez, l'enquête est en cours, donc on n'a pas plus d'informations, on ne sait pas si c'est un incendie accidentel ou criminel, ça l'enquête le dira. En tout cas, c'est quand même incroyable. Moins de 24 heures après l'ouverture de ce commissariat, c'est un véritable fiasco, ça. Fiasco, non. Je vous dis, si on ne sait pas, on ne connaît pas les causes. Donc, c'était un commerce qui était en travaux. Donc, on ne peut pas savoir, on ne connaît pas les causes encore pour l'instant. On verra ce qu'en dit l'enquête. En tout cas, donc, les policiers chômage technique, du coup, aujourd'hui. Ah non, vous savez, on a toujours du travail. Ils sont déployés ailleurs, bien sûr. Exactement. Non, mais c'est sûr que c'est vrai que c'est quand même bien dommageable, sachant que le poste devait être inauguré lundi prochain. Non, c'est vrai que malheureusement, il n'est pas resté ouvert bien longtemps. Il y avait des policiers à ce moment-là présents ? Non, du tout. Non, ça s'est passé pendant la nuit. Non, il n'y a pas de blessés. Et pour l'instant, vous nous dites, on ne sait pas s'il sera rouvert d'ici l'inauguration, donc prévue avec le préfet lundi prochain. Ça, non, vous savez comment ça se passe dans ces cas-là, des experts doivent passer, bien savoir sûr, ça peut prendre du temps. Bien sûr, si les bâtiments sont pas dangereux, forcément, oui, tout à fait, ça peut prendre du temps, Bon, expliquez-nous un petit peu, en tout cas, ce commissariat de police, ce poste de police, on sait pas trop comment on doit le qualifier, d'ailleurs, c'est un poste de police. C'est un poste de police. Il n'est pas tout à fait nouveau, ce poste de police, c'est un poste de police qui a été délocalisé, c'est ça ? Racontez-nous. C'est ça, oui. En fait, c'était un poste de police qui était sur Val-de-Gour, un autre quartier de Nîmes. Juste à côté. Tout à fait. Et les fonctionnaires ont été déplacés là sur Pisevin. Voilà. Donc c'est-à-dire pas de nouveaux policiers supplémentaires. On garde on garde le même effectif, quoi. Tout à fait. Au niveau du poste, non, pas de fonctionnaires supplémentaires. Et comme je vous disais, donc c'est un poste de police, donc il n'est pas ouvert 24 heures sur 24. Et les collègues qui y travaillent sont plus à même de recevoir le public, prendre des plaintes. Ils sont pas là pour organiser des patrouilles. Les patrouilles peut-être seront effectuées parce que c'est un poste qui est commun à police nationale, police municipale. Je ne sais pas trop ce qui était prévu au niveau de la police municipale pour leur mission. Et voilà, nous, concernant nos missions, c'est mission poste de police, l'accueil du public et recueil de plaintes. C'est-à-dire que c'est pas pour être sur le terrain, effectivement, pour faire de la présence policière dans ce quartier-là où on a une forte présence trafiquant de drogue, quoi.
Tout à fait. Non, les missions de patrouille sont dévolues à d'autres services du commissariat. Ouais. Là, c'est vraiment en fait tourné vers les habitants plus que davantage que sur la lutte contre le trafic, quoi. C'est ça? Oui, ça peut aller de pair, mais oui, le but c'est que les habitants puissent se rendre facilement dans un poste de police pour pouvoir signaler des faits, déposer des plaintes, pour créer le lien entre la police et la population du quartier. Il y avait déjà eu auparavant un poste de police comme ça dans ce quartier Pisevin? Alors là, vous me posez une colle, parce que je suis. Pas de mémoire pour vous. Ouais. Pas de mémoire, oui. Ça fait pas si longtemps que je suis sur Nîmes, et non, pas de mémoire. Ouais. En tout cas, voilà quoi. On est sur ce triste anniversaire, François-Xavier de Bonneville. Aujourd'hui, ça fait un an tout pile, un an tout pile que le petit Fayed a été abattu par des trafiquants de drogue, victime d'un règlement de compte. En tout cas, la symbolique est forte de vouloir ouvrir ce poste de police. C'était l'une des priorités du maire et finalement le ministre de l'Intérieur à l'époque, Gérald Darmanin, avait dit qu'il était favorable à cette ouverture. L'objectif est atteint, même si, on le rappelle, ce commissariat de police, ce poste de police est fermé à cause de cet incendie qui a eu lieu cette nuit. Oui, tout à fait. Oui, c'était une volonté, comme je vous disais tout à l'heure, de recréer un lien entre la population et la police. Ouais. C'est quoi la situation aujourd'hui dans ce quartier Pisevin? Écoutez, elle n'a pas changé depuis un an, depuis la mort du petit Fayed? Non, nous avons toujours malheureusement du trafic de stupéfiants. C'est pour ça que nous réclamons régulièrement des moyens. Des moyens matériels, des effectifs, pour assurer les patrouilles, interpeller les trafiquants, puis aussi des effectifs au niveau judiciaire pour pouvoir mener les enquêtes ensuite. Et puis aussi, ce qu'on réclame à corps et à cri, c'est que des réponses pénales fortes, c'est-à-dire que les individus qui sont pris en tant que trafiquants aient des peines exemplaires, ce qui ne leur pas envie de recommencer à pratiquer le trafic. Parce que c'est pas suffisamment le cas aujourd'hui, très clairement. Dans le cas de la mort du petit Fayed, on a eu des arrestations et des condamnations déjà. Oui, tout à fait, oui. Oui. Et c'est pas suffisant pour vous? Je vous parlais surtout du volet trafic de stupéfiants. Je pense qu'il faut vraiment des peines exemplaires. Et puis aussi peut-être aussi revoir au niveau de l'éducation, c'est tout un cercle à améliorer, c'est-à-dire qu'expliquer aux enfants de ces quartiers que il y a d'autres moyens de gagner sa vie que d'être trafiquant, chauffeur comme on dit dans le jargon. Il y a d'autres moyens de gagner sa vie honnêtement et de pas se risquer la prison, voire pire la mort. Le quartier Pisevin, c'est pas le seul à être gangréné par les trafics du côté de Nîmes. François-Xavier de Bonneville, on pense forcément aussi notamment au quartier du chemin bas d'Avignon, un mort par balle dimanche, des fusillades qui ont eu lieu à côté d'une école, c'était en février dernier. Depuis le début de l'année, il s'est déplacé là-bas, la guerre des gangs d'une certaine manière. Oui, c'est des histoires de territoire, c'est des guerres de territoire, prendre le pouvoir pour assurer le trafic. Ça rapporte tellement d'argent que ces quartiers attirent vraiment les convoitises des trafiquants. François-Xavier de Bonneville, on est avec Fred, un auditeur de Sud Radio qui est à Nîmes, justement. Bonjour Fred. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Fred, vous habitez Nîmes, vous avez l'habitude de passer par ce quartier Pisevin. Racontez-nous un petit peu, vous avez peut-être vu l'évolution ces derniers mois de la situation à l'intérieur, de cette tension qu'on peut avoir autour des trafics de drogue. Comment ça se passe? Écoutez, moi je vais être pragmatique et peu importe si je vais en fait blesser ce président ou je sais pas comment on appelle le syndicat de police, parce que je connais un peu, j'ai des amis, j'ai pu toucher de près en fait la police. Pour parler du quartier, rien n'a changé, rien. On voit les dealers, ils sont à la terrasse de café, ils attendent et ils font ici. Et que ça peut être dans les terrasses de café ou dans le coin des immeubles. Voilà, ça c'est une chose. Donc après, qu'est-ce que c'est le problème? C'est la drogue. La drogue, en fait, c'est un gros fléau en fait, dans ce pays et dans tous les autres pays d'ailleurs. Les gens en fait vont chercher à l'extérieur en fait un peu de bonheur, mais tant qu'on n'éradiquera pas en fait, la drogue, le problème ne se réglera pas. Et aujourd'hui, quand vous avez des policiers, alors je vais de suite oui, mais c'est pas vrai, nanani, nanana. Ok, d'accord. Il y a des policiers qui sont sous cocaïne.
et ils consomment des stupéfiants. Ça c'est ce que je sais et ce que je peux livrer comme expérience. Comme beaucoup de Français, j'ai envie de vous dire. Comme beaucoup de Français, même au gouvernement, et voilà, et tout ça. Je sais pas, mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de Français qui consomment des stupéfiants. Ça c'est sûr. À l'école de police à Nîmes, les jeunes sont topés avec la consommation de cannabis. On leur retire des notes. On les vire pas. On leur retire en fait des points sur la note. Vous voyez. Attendez Fred, je vais faire réagir François-Xavier de Bonneville qui vous écoute. François-Xavier de Bonneville, vous entendez à l'instant ce que dit Fred. Ouais. Oui, tout à fait, oui. Écoutez, je m'épancherai pas sur le sujet parce que des déclarations comme ça, c'est franchement pas intéressant et ça fait vraiment pas avancer le problème. Fred, juste un mot, vous avez entendu ce que disait François-Xavier de Bonneville tout à l'heure sur ce poste de police donc qui a été ouvert au public hier, qui devait être inauguré lundi. Il a dû être fermé, il est fermé ce matin parce qu'il y a eu un incendie dans un commerce juste à côté de ce poste de police. Ça vous fait réagir ça ? Oui, écoutez, en fait, ça fait pas avancer le problème non plus. Regardez, on délocalise Val-de-Gour, on met à Pisselin. Ah ok. Alors à Val-de-Gour, on va déshabiller Paul pour habiller Jacques. Et au final, pour faire quoi ? Même pas de patrouille, rien du tout. Mais c'est du spectacle, en fait. Vous voyez, quand les agriculteurs, en fait, ils gueulent, on leur file des millions d'euros et ils se taisent. Et là, ça va être un peu pareil. Mais bon, on se rappelle dans un an et on fait le point, d'accord ? Et après, on verra si ça fait évoluer les choses. Et moi, je vous garantis là maintenant que ça fera rien évoluer. Et donc, il a beau dire ce syndicaliste, oui, ça fait pas avancer les problèmes, mais qui regarde aussi un peu dans son moulin, d'accord ? Le grain qu'il y a dedans, et après, à l'extérieur. Et là, l'éducation, les chauffeurs, tout ça, quand un chauffeur, en fait, il gagne 100 balles par jour, et que dans le SPIC, il va travailler, il va se faire 60 balles, il va se faire chier sur un chantier ou n'importe quoi. Moi, je vous dis, il y a des gros chantiers à avoir. Donc là, c'est que... Et là, on dépasse aussi le cadre de Nîmes. Merci beaucoup, Fred. Merci à vous, François-Xavier de Bonneville. Je rappelle, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Vous avez entendu, en tout cas, le scepticisme de Fred vis-à-vis de ce nouveau poste de police, et voilà qu'on va devoir, on va voir s'il va pouvoir rouvrir ses portes après cet incendie, mais quand bien même il est sceptique par rapport à cela. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre, François-Xavier de Bonneville? C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Le problème, c'est que ce qui manque peut-être sur Nîmes, ce sont des effectifs afin d'avoir de plus en plus de patrouilles. Et le problème, c'est que les fonctionnaires, nous ne les avons pas, donc on peut pas les inventer. Donc effectivement, le poste de Val-de-Gour a été délocalisé. Si on avait pu avoir un poste à Val-de-Gour et un poste à Pisevin, ça aurait été sans problème. Mais c'est toujours une histoire d'effectifs. Il y a un an, après la mort du petit Fayed, 10 ans, je le rappelle, qui était victime d'un règlement de compte entre trafiquants, Darmanin avait mis en place des renforts temporaires jusqu'à la fin de l'année 2023. Est-ce qu'aujourd'hui, un an plus tard, on a des renforts, on a une augmentation des effectifs de police ou pas à Nîmes? On a une légère augmentation, mais bon, ça ne semble pas encore assez suffisant pour éradiquer le problème du trafic de stupéfiants. Merci à vous, François-Xavier de Bonneville. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Policier donc à Nîmes, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Et on va suivre donc ce dossier concernant ce nouveau poste de police à Pisevin, déjà fermé à cause d'un incendie à côté dans un commerce qui était situé juste à côté. On va voir s'il va pouvoir rouvrir ses portes lundi pour l'inauguration qui était prévue en présence du préfet. On va suivre cela. En tout cas, merci pour cette information, François-Xavier de Bonneville. Sud Radio, il est à 10h16. Dans un instant, un tout autre sujet. Allez, on file à Toulouse cette fois-ci. Le club de natation dont est originaire Léon Marchand rêve de récupérer l'un des 3 bassins olympiques. On en parle avec le directeur général du club des Dauphins du TOEC juste après ça. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Sud Radio, 10h20, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Récupérer un bassin olympique, c'est le rêve du club de natation toulousain d'où est originaire Léon Marchand. 2 des 3 bassins en kit montés pour les Jeux ont déjà été concédés aux villes de Sevran et Bagnolet en Seine-Saint-Denis. Mais la décision n'a pas encore été actée pour ce 3e bassin. Bonjour Michel Coloma. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes directeur général des Dauphins du TOEC à Toulouse, le club où est licencié donc Léon Marchand. Est-ce que vous avez reçu déjà une réponse de la part du comité olympique ou est-ce que vous avez déjà eu un signe de leur part?
Non, pour l'instant, il n'y a pas de signe, on n'a pas de nouvelles pour l'instant, non. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes venu à demander à récupérer ce bassin en kit des Jeux Olympiques. C'est une demande qui est ancienne, 2021. Première demande. Voilà, c'est une demande qui est ancienne, effectivement, de 2021, puisque les Dauphins et Touaregs ont pour projet très avancé maintenant de bâtir la cité de la natation sur Toulouse, non loin du centre d'entraînement qu'on occupe déjà. Et cette cité, elle aura un bassin de 25 mètres, un bassin d'apprentissage, mais aussi sur le toit de la cité de la natation, un bassin de 50. Et donc, quand l'idée a germé il y a 3 ans de ça, de dire pourquoi pas récupérer un des 3 bassins de Paris 2024, puisque l'héritage des Jeux était censé revenir, rester en France, quoi. Voilà. Donc, Toulouse s'est positionné, le maire de Toulouse s'est positionné aussi à l'époque. Voilà. Maintenant, au vu des événements et de l'avancement de cette cité de natation, il nous a paru opportun de se rappeler au bon souvenir de chacun pour dire. Bah oui, avec en plus cette épopée incroyable de Léon Marchand. Exactement. 5 médailles, 4 titres olympiques. Pour vous, ça vous semble naturel que ce bassin vous revienne, entre guillemets? Oui, voilà, oui, c'est entre guillemets, ça nous semble tout à fait naturel que ce bassin revienne à Toulouse. Il sera placé non loin de la piscine Nakache, qui était aussi à la Nakache, un illustre nageur. Donc voilà, ça serait une belle chose, quoi. Vous avez des concurrents, tout de même, en tout cas au moins un, c'est Lille qui souhaite aussi récupérer ce 3e bassin. Vous pensez tout de même avoir vos chances face à cet autre candidat? Oui, je pense que alors Lille, je comprends que effectivement qu'il y avait aussi un bassin dans leur plan le plan de piscine qu'ils mettent en place, effectivement, oui. C'est logique aussi, mais voilà, on pense que l'antériorité et l'actualité pourrait faire qu'effectivement la balance passe en notre faveur, quoi. Donc ça serait bien que ce soit Toulouse ou Toulouse, voilà. Depuis les exploits de votre poulain, Léon Marchand, vous avez renouvelé votre demande auprès du comité olympique, voire auprès du président de la République? Alors, je sais que le maire de Toulouse, parce que c'était aussi officiel et public, il a fait une lettre dans ce sens-là au président de la République, à la ministre des Sports, à Tony Estanguet, au préfet interministériel en charge des Jeux. Une autre lettre qui est partie la semaine dernière, je crois, et une autre lettre qui est en cours de rédaction va partir des Dauphins du Touaregs, cette fois-ci du président des Dauphins du Touaregs, par l'attention de ces mêmes personnes-là et sans doute co-signé par Léon, quoi. Voilà, donc, Léon Marchand, qui est en vacances en ce moment et qui vous dit qu'il signera justement cette nouvelle lettre pour appeler l'État, le comité olympique, à récupérer ce bassin olympique, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. C'est ça. Vous avez parlé de cette future cité de la natation à Toulouse, projet colossal. C'est là que vous voulez installer ce bassin olympique. Pour ceux qui ne sont pas à Toulouse, parce qu'à Toulouse on connaît bien ce projet-là, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas à Toulouse, racontez-nous un petit peu c'est quoi l'objectif de ce vaste projet. En fait, c'est d'asseoir un peu plus le club de Dauphins et Touaregs, c'est un club qui a 116 ans. Voilà, c'est un club historique de la ville de Toulouse qui avait passé, donc comme on le disait tout à l'heure, après Nakache, Jean Boiteux qui était le premier nageur français à être champion olympique, et d'autres encore, bien d'autres encore, et même le père de Léon il y a encore quelques années. Donc voilà, et c'est un gros club à Toulouse, et il me semble important maintenant de pouvoir réunir l'ensemble de l'école de natation, puis des gens qui font du sport santé et de haut niveau dans un même unique et même lieu de travail pour qu'on tous travaillent dans les mêmes conditions. Et puis ensuite, quand les dirigeants actuels, moi et d'autres, partiront, mais il faut pouvoir transmettre ce relais, quoi. Donc c'est un peu ce qu'a fait le Stade Toulousain avec Ernest Vallon. Voilà, ils ont lieu de vie, et c'est un peu la même chose qu'il faut que les Dauphins et Touaregs obtiennent et mettent en place pour l'avenir et continuer à fabriquer, entre guillemets, à sortir des nageurs de haut niveau comme ça se fait depuis maintenant des années et des années, quoi. Oui, consolider votre place dans le rang, on va dire, des clubs les plus importants en termes de formation de grands champions, de grands nageurs. Exactement, oui, ça fait 16 ans d'affilée que Toulouse est le premier club de France au classement élite. Ça fait 10 Olympiades d'affilée que Toulouse fournit des nageurs à l'équipe de France olympique, ce qui est unique. Donc voilà, l'ambition c'est que les choses continuent et que, en plus de ça, cette cité de natation aura aussi vocation à absorber et à prendre en charge aussi des scolaires de la ville de Toulouse, que ce soit des lycéens, des primaires ou des collégiens. Voilà, ce n'est pas que pour de la natation de haut niveau. On est partant et c'est prévu qu'on ait les scolaires pendant l'année scolaire, bien sûr.
Et en décrochant ce bassin olympique, ça vous permettrait aussi de faire des économies sur ce projet qui a un coût, 30 millions d'euros, je crois. C'est ça, c'est 30 millions d'euros, oui. Et un bassin comme celui-ci, il sera entre gros guillemets d'occasion. Il aura été utilisé, donc il sera un peu moins cher qu'un bassin neuf, effectivement. Oui. Après, il faut le démonter, le transporter et le remonter derrière, quoi. Et ça, vous l'avez peut-être déjà envisagé, vous avez déjà réfléchi là-dessus, c'est prévu? Oui, il faut le démonter et puis après, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, il sera démonté ou qu'il aille. Et ensuite, il faudra le mettre aux normes, pas dimension, mais en profondeur de ce que nous on voudrait sur Toulouse. Et puis ensuite stocker en attendant que la cité soit terminée. Donc voilà. Après, les stocker soit en Italie chez le fabricant Myrtapoul, soit à Toulouse, si on arrive à trouver un espace suffisamment grand, mais comme c'est un kit, on devrait pouvoir y arriver. Parce que la Cité de la Natation devrait voir le jour, ouvrir ses portes à l'horizon 2027. On a parlé du coût global de ce projet. Est-ce que les collectivités ont été claires avec vous sur la manière dont elles allaient participer financièrement ou non à ce projet? Est-ce que vous avez ce soutien-là? Et puis au niveau aussi des sponsors, des investisseurs privés aussi, ils sont au rendez-vous? Oui, effectivement, il y a tous ces acteurs-là qui participeront au projet, les trois collectivités, que ce soit la ville de Toulouse, la région Occitanie et le département de l'Aude participeront. L'État participera aussi, une fondation, un groupe privé aussi va se mettre en marche se met en marche aussi, et puis les Dauphins du Touac aussi participeront à ce projet-là. Voilà. Tous ces acteurs-là seront dans la main pour que ça aboutisse et ça devrait voir le jour. Et si en plus ça voit le jour avec un bassin qui vient de Paris 2024, ça sera formidable. Ah oui, forcément, le symbole. Oui. Voilà. On verra cela. En tout cas, un petit mot pour conclure, Michel Coloma. La rentrée, c'est bientôt, ça va arriver très vite. Vous avez déjà noté un engouement, un effet Léon Marchand d'une certaine manière dans les inscriptions au TOEC? Alors effectivement, on l'a estimé pour l'instant entre 20 et 30%. Alors soit c'est des anciens qui se sont dépêchés de se inscrire pour pas se retrouver le bec dans l'eau entre guillemets à la rentrée. et puis aussi ça doute des nouveaux qui des enfants voyant les performances de Léo se dirigent maintenant vers la natation. Donc à l'heure actuelle, on est entre 20 et 30% de plus par rapport à l'an dernier, et le mois d'août qui aura généralement cette période-là une période assez calme voit l'activité du bureau bien fonctionner au dire de la secrétaire, et puis je l'ai vu, donc effectivement ça fonctionne bien pour l'instant. Voilà. Ça se comprend. Merci beaucoup Michel Coloma et bonne chance donc pour l'obtention de ce bassin éphémère des Jeux Olympiques. Je vous souhaite une très belle journée. Directeur général, je le rappelle, du club de natation Les Dauphins du TOEC à Toulouse, club où est licencié Léon Marchand, qui profite bien de ses vacances. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais une photo qui est diffusée là sur les réseaux sociaux, on le voit avec compagnie David Guetta à Ibiza. Vacances en tout cas bien méritées. Allez, à suivre les débats de l'été avec nos débatteurs du jour. On évoquera notamment le bien-être animal qui sera enseigné dès la rentrée aux élèves du CP. Ça vous fait réagir, appelez-nous 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Et oui, les débats de l'été qui commencent à 10h30 sur Sud Radio avec vous. 0826 300 300. Manu vous attend au standard pour agir à l'actualité, pour parler des sujets qui vous concernent, que vous voulez aborder à l'antenne, et puis vous commentez bien évidemment tout au long de ces débats de l'été sur nos réseaux sociaux, notamment notre compte Facebook Sud Radio. Je vous présente les débatteurs du jour. Je les remercie d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Jessie Claude, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, conseillère régionale centriste de la région Île-de-France. Pascal Bataille, bonjour. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous ce matin, animateur, producteur, chef d'entreprise. Et puis avec nous également, Kevin Bossuet, bonjour. Bonjour Benjamin. Professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. On va commencer tout de suite, sans plus attendre, avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Kevin Bossuet, vous gardez la main. Vous, c'est un coup de cœur ce matin. Ah oui, c'est un coup de cœur puisque j'ai passé, comme à l'accoutumée, mes vacances dans les pays de l'Est, en Pologne, dans les pays baltes, et j'ai terminé par la Finlande. Et je me suis rendu compte à quel point, encore une fois, la France subissait un véritable déclassement. La France subissait véritablement un mal-être extrêmement profond, puisque je me suis rendu compte que dans ces pays, il n'y avait pratiquement aucune insécurité, il n'y avait pratiquement aucune incivilité, que les gens ne râlaient pas, alors que le niveau économique n'est pas forcément aussi important qu'en France. Et j'ai remarqué aussi un patriotisme extrêmement important, un amour du drapeau. Et quand vous allez en France, dès que vous sortez
sortez le drapeau bleu, blanc, rouge ou que vous dites vive la France, on vous suspecte d'être un malheureux fasciste, etc. Et puis je me suis on l'a vu beaucoup quand même ce drapeau bleu, blanc, rouge. Oui, on l'a vu pendant les Jeux Olympiques. Mais quand vous quittez les Jeux Olympiques et qu'on revient dans le domaine politique, tout de suite le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est le Rassemblement national, c'est le fascisme ventripotent, c'est quelque chose d'horrible. Et je me suis un petit peu interrogé sur les causes, tout simplement. C'est une meilleure régulation de l'immigration, parce qu'il y a en France un lien entre immigration et insécurité. Je ne dis pas que tous les immigrés créent de l'insécurité, mais une immigration mal maîtrisée crée de l'insécurité. Il y a aussi une fierté extrêmement importante dans ces pays-là de ce qu'ils ont été et de ce qu'ils sont. Et j'ai aussi pris conscience à quel point la démocratie était quelque chose de précieux. Quand vous allez en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, des pays qui ont connu la dictature communiste, des pays qui ont connu le nazisme, vous vous rendez compte à quel point la liberté, c'est un symbole extrêmement fort. Et je trouve parfois qu'en France, on a des petits débats. On le voit encore récemment sur le gouvernement qui a du mal à venir, mais c'est tout simplement le fruit de la démocratie. Nous avons de véritables élections et prenons conscience qu'avoir une démocratie qui fonctionne, parfois elle est faillible évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Donc j'ai beaucoup aimé ces pays-là et j'encourage les auditeurs à visiter les pays de l'Est. Ce sont des très beaux pays et ça vaut évidemment le détour. Jessie Clos, alors coup de cœur, coup de gueule, entre les deux, Jessie Clos. Alors c'est vrai que je voulais commencer par mon coup de cœur, mon coup de gueule, mais j'aurais quand même voulu un petit peu rebondir sur ce que disait mon collègue à l'instant, parce que il est vrai que oui, dans ces pays-là, il y a un sentiment patriotique, mais il y a aussi des phénomènes d'insécurité. La France n'est pas la championne du monde de l'insécurité, et dans tous les pays du monde, pour vous dire, l'insécurité, les phénomènes de violence sont des faits de société, ce ne sont pas des faits ethniques. Dans tous les pays du monde. Non, bien évidemment, je sais que vous ne le dites pas, c'est pour ça que je souhaitais rebondir dessus en expliquant que l'insécurité et les faits de violence sont des phénomènes mondiaux qui existent dans toutes les sociétés. Je tenais juste mais peut-être un peu plus à certains endroits qu'ailleurs, peut-être. Quand on voit l'augmentation de l'insécurité en France, qui n'est pas un sentiment, qui est une véritable réalité, quand vous êtes dans Paris, que vous prenez certaines lignes de métro, que les femmes ne peuvent pas sortir après 22 heures dans certains quartiers parce qu'elles se font siffler, parce qu'elles sont victimes en effet de cette insécurité persistante, on ne peut pas dire, on ne peut pas dire ça. Alors certes, il y a eu une trêve pendant les Jeux Olympiques. Apparemment, on a eu un dispositif policier qui était super. Je ne sais pas, je n'étais pas là, mais parce qu'on a mis les moyens au service de la sécurité, je peux vous dire que dans quelques semaines, ça reviendra comme avant. On n'a fait que cacher la misère. On est dans un pays où les gens veulent de la sécurité. C'est ce qui explique le fait que le Rassemblement national a, par exemple, largement remporté les élections législatives parce que ils sont passés quand même de 89 députés à 140. C'est une victoire. Et si on ne comprend pas ça, vous aurez la droite de la droite au pouvoir dans quelques mois. Alors, oui, allez-y, Jessica. C'est assez intéressant parce que effectivement, vous expliquiez le fait que dans nos sociétés, bien évidemment, les démocraties, il y a énormément de faits de violence. Je prends l'exemple des États-Unis. Aujourd'hui, les premières causes de mortalité aux États-Unis, on a les opiacés, on a les tueries de masse. Et c'est pas du tout lié à des phénomènes liés à l'immigration. Enfin, on voit que dans certains pays, j'ai pris l'exemple des États-Unis, il y a d'autres aujourd'hui phénomènes qui peuvent expliquer ces phénomènes de violence et ces taux de mortalité très élevés. Mais il n'y a pas que ça. Bien évidemment, mais en tout cas, vous prenez un sociologue comme Hugues Lagrange qui a sorti un livre, Le déni des cultures, qui montre bien le lien qui existe entre les facteurs culturels et en effet l'insécurité. Ce sont c'est un très bon livre que je conseille aux auditeurs de lire. Pascal Bataille. Alors, je sais pas si avant votre coup de gueule, vous voulez avoir un mot sur le débat auquel on vient d'assister. Déjà, pour commencer ces débats de l'été entre Jessie Clos et Kevin Bossuet à l'instant. Oui, volontiers. Je suis ravi que Kevin se plaise, ce soit beaucoup plus dans ces pays qui effectivement, je les connais mal, mais ont un vrai charme et de vrais atouts. Mais je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit par Jessie sur le fait que le lien permanent et souvent un peu insidieux en même temps entre immigration et insécurité, il faut vraiment arrêter ce discours-là. Il faut d'autant plus l'arrêter que c'est ce qui contribue à nourrir ce sentiment d'insécurité. J'en veux pour preuve. Mais il n'y a pas de sentiment. Si, il y a un sentiment. Par contre, c'est votre discours qui nourrit le sentiment que vous appelez, l'enseignement d'insécurité. Pardon.
Ouais, il y a une vraie insécurité. Il y a une vraie insécurité. Je ne la nie absolument pas. Mais comme le disait Jessie, elle n'est pas propre, hélas, à la France, d'une part, et d'autre part, elle n'est pas aussi systématiquement et directement liée à l'immigration qu'on veut bien nous faire dire et nous le faire croire. Je vis dans un lieu où il y a une absence totale d'insécurité. J'ai la chance de vivre sur la presqu'île du Cap-Ferret où vraiment le taux de criminalité est proche de zéro, et je rencontre des gens de plus en plus qui me disent à la seule vue d'un immigré, d'une personne racisée, comme on le dit, j'ai horreur de ce mot. Oh, t'as vu, ça y est, on est en danger, on est en insécurité, il faut commencer à se claquemurer chez nous et à s'enfermer chez nous. Et c'est bien là l'œuvre uniquement des médias et de ce discours qui est, disons-le, un discours raciste, que de créer ce sentiment d'insécurité chez des gens qui ne la vivent pas au quotidien, cette insécurité. Donc, je pense que c'est absolument pas le bon moyen, en tout cas, d'affronter ces problèmes, que de nourrir chez des gens qui ne la vivent pas une insécurité qui n'existe pas chez eux. Prenons les problèmes là où ils sont. Effectivement, il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais il s'agit non plus de ne pas les généraliser. Réponse très rapide. Très rapide. Réponse rapide de Kevin Bossuet, parce que j'aimerais entendre le coup de gueule de Pascal Bataille juste après. Moi, j'enseigne en Seine-Saint-Denis. Vous êtes sur votre presqu'île, très bien. Vous êtes complètement déconnecté. Je le comprends, c'est formidable. Deuxième chose, c'est vous qui avez parlé. Non mais Monsieur Bataille, c'est vous qui avez parlé de race. Moi, je n'ai jamais parlé de race. J'ai parlé de facteurs culturels, comme il existe également des facteurs économiques, comme il existe des facteurs sociaux. Simplement, vous ne réussirez pas à lutter contre la délinquance si vous ne prenez qu'une partie des facteurs. Faut prendre l'ensemble. Et encore une fois, ceux qui souffrent le plus de l'insécurité en Seine-Saint-Denis, c'est justement ces familles d'origine immigrée qui vivent, qui aimeraient tout simplement être en sécurité dans les quartiers, qui aimeraient être loin du trafic de drogue, qui aimeraient vivre tout simplement tranquille. Et c'est à eux d'abord que je pense. Vous avez un discours de bobo déconnecté sur votre presqu'île. Moi, je suis dans le quotidien en Seine-Saint-Denis et je vois à quel point que l'insécurité n'est pas un sentiment, c'est malheureusement une réalité. C'est votre discours, votre déni qui renforce le Rassemblement national. J'ai une petite question. Comment vous avez vécu toutes ces médailles olympiques ? Avec beaucoup de fierté. Et je peux vous dire que voir cette France colorée, cette France de la diversité, j'ai été extrêmement fier. Et j'ai pensé également à mes élèves, parce que si ça peut servir de modèle, je sais à quel point le sport c'est quelque chose d'important. Je sais à quel point le foot c'est quelque chose d'important. Et quand je tiens mon discours, je pense d'abord à eux, parce que les préjugés racistes naissent du fait, en effet, qu'on ne règle pas les véritables problèmes et qu'on est dans un déni le plus total. Et je pense qu'on peut se mettre autour d'une table et régler les vrais problèmes, parce que moi j'ai été fier d'être français à ce moment-là, et cette France de la diversité, quand j'ai entendu toutes les polémiques sur Aya Kanamura, tout ça, j'ai trouvé ça ridicule. Elle fait, oui, je ne sais pas la prononcer, pardon, mais elle fait partie de la France, et voilà, c'est ça la richesse française. C'est dommage parce que sur cette séquence-là, on n'a pas beaucoup entendu le Rassemblement national, et tout à l'heure vous parliez du sentiment d'être fier d'être français, et lorsqu'on avait aujourd'hui que ce soit des jeunes issus de l'immigration haute et qui sont tous français et qui brandissaient ces médailles et dont on criait le nom, je pense notamment dans les fan zones, dans les clubs France derrière nos écrans, et ben toutes ces choses-là que vous aviez évoquées en amont, et elles n'existaient plus, et ça nous a fait du bien. Mais le Rassemblement national ne triait pas les médailles, contrairement à LFI qui triait les médailles en fonction parfois de certaines caractéristiques. Moi j'ai été assez étonné comme quoi le discours racialiste continuait même en cette période de Rassemblement national pour le coup. J'aimerais qu'on avance un petit peu, je promettais le coup de gueule de Pascal Bataille. On y vient. Pascal Bataille, sur votre coup de gueule, on parlait un petit peu de sécurité là, très clairement à l'instant. Vous voulez parler un peu plus de santé ce matin? Oui, parce qu'effectivement, alors je vais quand même faire le lien avec ce que vient de dire Kevin Bossuet, qui me dit que je suis un bobo déconnecté. Alors je viens à Paris chaque semaine et je vis à Paris aussi, et je ne suis pas du tout en train de nier l'insécurité. Je dis juste que c'est le trafic de drogue, c'est pas lié à l'immigration, c'est lié à une absence totale de réaction
réaction de la part de l'État qui n'est plus en état de faire régner le droit dans un certain nombre de quartiers et de lieux de France, mais c'est aussi valable en Corse, et je suis pas sûr que en Corse la problématique vienne de l'immigration. Donc le jour où l'État reprendra son droit et fera son devoir sur l'ensemble de nos territoires, eh bien la sécurité y gagnera certainement. Et c'est le cas aussi sur la santé, puisque effectivement je regardais hier quelques statistiques et j'ai vu que dans un certain nombre de régions de France cet été, et par exemple dans la région de Laval, les urgences ont été fermées 40 nuits pendant les 2 mois d'été. 40 nuits sur une soixantaine donc de fermeture des services d'urgence pendant la nuit. C'est un cas parmi malheureusement beaucoup d'autres, celui des urgences de Laval, et on constate que évidemment ces fermetures sont le résultat d'un manque de personnel médical et de médecins, et qu'il y a aujourd'hui de plus en plus une pénurie de personnel hospitalier dans la plupart des régions françaises. Ça me semble absolument dramatique, ça me semble au moins aussi grave que les problèmes de sécurité, même peut-être davantage. On est en train de laisser notre système de santé, qui était l'un des meilleurs du monde, partir totalement à la dérive. Il y a pourtant des solutions. Je pense par exemple à une discussion que j'avais encore hier soir avec un médecin français qui vit aux États-Unis et qui m'expliquait que là-bas les infirmières, alors avec des études peut-être un peu plus qualifiées que chez nous, une année de plus ou 2 années de plus, mais peuvent pour un certain nombre de cas élaborer des diagnostics et prescrire des traitements, etc. Voilà, il y a des solutions pour lutter aujourd'hui contre cette pénurie de personnel et notamment de médecins. On a pendant des années établi des quotas dont on voit aujourd'hui le résultat catastrophique. Ça mettra des années à être comblé parce que pour former des médecins, c'est, vous le savez évidemment, extrêmement long. Donc, en attendant, il y a des solutions qui ne sont pas mises en œuvre. On a vécu l'expérience tragique du Covid. On commence à nous faire un peu peur aujourd'hui avec la variole du singe, et pour autant aucune leçon n'a été tirée du Covid, aucune mesure vraiment importante et urgente n'est prise en faveur du système hospitalier français, et je trouve ça très très alarmant. Pascal Bataille, on va faire réagir tout à l'heure, juste après la pub, Kevin Bossuet et Jessie Claude à ce coup de gueule, et puis Jessie Claude aussi à votre coup de cœur. Votre coup de gueule, il y en a. Alors oui, il y a un coup de cœur, mais pour alléger un petit peu, je pense que je vais passer au coup de cœur plutôt. Ce sera peut-être plus consensuel. Ça va pouvoir équilibrer un petit peu. Exactement. On en parle juste après. Pas de souci. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été avec vous sur nos réseaux sociaux. Vous commentez bien évidemment tout ce qui se dit à l'antenne. Et puis vous nous parlez aussi des sujets qui vous concernent. Je lirai vos commentaires bien sûr tout au long de cette matinée. Nos débatteurs ce matin avec nous, Jessie Claude, conseillère régionale Centre-Is Île-de-France, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, et puis Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. On vous a entendu juste avant la pub, Pascal Bataille, sur votre coup de gueule contre ces fermetures de services d'urgence un peu partout en France, notamment la nuit, mais pas que. Kevin Bossuet, on entendait Pascal Bataille juste avant qui disait les solutions, elles existent, mais on les met pas en place. Vous êtes d'accord avec ce constat ? Les solutions existent, mais le problème, c'est que ces solutions coûtent extrêmement cher, et il faut avoir une vision territoriale des choses. C'est sûr que quand vous habitez à Paris, trouver un service de santé efficace et efficient, c'est plutôt facile. Mais le problème aujourd'hui, ce sont au niveau des territoires ruraux. Je vais prendre un exemple. Par exemple, dans les Ardennes, vous prenez la région autour de Vouziers. On a appris l'année dernière que les urgences allaient être fermées la nuit. Vous avez 4-5 médecins généralistes qui prennent aujourd'hui leur retraite, qui ne vont pas être remplacés. Vous avez des gens, en effet, qui vont devoir aller à Rethel, à Sedan ou même à Reims pour trouver un médecin généraliste. Et c'est justement ce sentiment d'injustice au niveau du territoire qui a provoqué notamment les gilets jaunes. Il faut dire qu'en France, on a un système quand même à 2 vitesses. Moi, ma mère a eu un problème assez conséquent, donc elle habite en Bretagne. J'ai dû batailler pour qu'elle puisse rentrer à la Pitié-Salpêtrière parce que je sais que c'est ici qu'elle a été le mieux soignée.
gagner en fait. Donc voilà. Donc ça pose cette question-là et surtout derrière ça, il y a le consentement à l'impôt. Je veux dire, les gens de Paris, comme les gens de Seine-Saint-Denis qui souffrent également d'un problème au niveau des services médicaux, comme les gens en campagne, payent les mêmes impôts et ont le droit aux mêmes services. On est dans un pays où les services sont complètement déliquescents alors qu'on paye de plus en plus d'impôts. Les gens se disent pourquoi payer autant d'impôts pour des services publics qui fonctionnent extrêmement mal. Alors j'entends, il faut investir, mais il faut aussi que les services publics soient rentables. Moi je suis dans l'éducation nationale, je sais à quel point parfois l'argent est jeté par les fenêtres dans des administrations. Alors peut-être qu'il faut revaloriser les métiers de terrain, les infirmières, les professeurs, mieux les payer et finalement dégraisser le mammouth au niveau des rectorats, au niveau administratif. On passe... alors oui, Jessica. Oui, très brièvement pour répondre à ce que vous disiez. Le problème des déserts médicaux, c'est effectivement un problème de politique publique, mais je pense qu'il faut voir un petit peu au-delà. Le problème aujourd'hui des déserts médicaux, c'est un problème aujourd'hui d'aménagement du territoire, un problème d'uniformisation, un problème d'urbanisation. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes médecins ne veulent pas aller dans certaines zones rurales. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité. Il y a des problèmes aujourd'hui au niveau du nombre d'écoles. Enfin, il y a tout un tas de sujets d'aménagement et d'uniformisation des services publics sur le territoire, d'attractivité sur les territoires. Lorsque vous avez aujourd'hui fait une école de médecine et que vous voyez peut-être vos collègues qui rentrent dans des cliniques privées, vous avez peut-être pas envie d'aller dans une zone en province où il y a qu'une boulangerie, où il y a peut-être pas assez de commerce, où vous pourrez aujourd'hui avoir certains loisirs avec vos familles. Donc, je pense que c'est effectivement un problème d'investissement, mais c'est aussi un problème de logique d'urbanisme et d'uniformisation du territoire. On continue, c'est coup de gueule, coup de cœur, pas mal de coups de gueule jusqu'à présent. Un coup de cœur avec vous, Jessie Claude, allez-y. Oui. Alors, mon coup de cœur, c'est cette affaire Airbnb qui a un petit peu secoué la toile ces derniers temps, où on a un jeune qui explique que sa propriétaire de Airbnb lui demande 300 € parce que le meuble de la salle de bain aurait été abîmé. Alors on décortique et en fait il explique qu'il aurait laissé un gel douche dans un tiroir qui aurait potentiellement fait une tache. Et du coup la propriétaire dit bah voilà, il faut racheter le meuble. Alors lui il débat avec elle, il lui dit bah écoutez, pas besoin de racheter tout le meuble, vous pouvez essayer soit de nettoyer ou de rabibocher. Non, pas du tout, on n'en restera pas là. Et du coup il partage un peu son indignation sur les réseaux sociaux et la fièvre monte. Et c'est vrai que sous la pression de cette fièvre, la propriétaire un peu, je pense, en difficulté, et le résultat tombe. Du coup, sa réclamation est refusée sous la pression assez médiatique, assez, je dirais, numérique de cette affaire. Et on se rend compte aujourd'hui que des fois, les réseaux sociaux, ça a du bon, parce que ça permet, lorsque à certains cas qui sont isolés ou que des personnes peuvent être victimes de certaines formes d'abus, que à partir du moment où c'est amené sur la place publique, la place des réseaux sociaux, l'union fait la force. Et du coup, alors je me mets à la place de cette propriétaire qui malheureusement, effectivement, est assez embêtée pour son meuble et j'espère qu'elle trouvera une solution. Mais je me mets aussi à la place de cette personne qui prend des vacances et qui au final se retrouve à devoir payer potentiellement le prix des vacances pour un meuble. C'est un peu embêtant et c'est bien quand les internautes se mobilisent et que les personnes trouvent gain de cause dans les difficultés qu'elles rencontrent. On tape beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous, au contraire, là, c'est un coup de chapeau à ces réseaux sociaux. Kevin Bossuet, vous n'êtes pas d'accord avec ce coup de cœur? La personne lésée, c'est bien la propriétaire qui doit racheter un meuble parce que le locataire, finalement, l'a abîmé. Il n'y aura aucune indemnisation. Donc moi, je trouve qu'on est quand même dans un pays avec une structure mentale très socialisante, voire communiste, où finalement il existe d'un côté toujours les méchants propriétaires et de l'autre les gentils locataires. Je peux vous dire que pour connaître des propriétaires qui ont loué leur logement avec des tas d'impayés, avec de la dégradation des biens, c'est quelque chose complètement binaire. Mais non, on n'en est pas là. Mais je veux dire, les réseaux sociaux, ça a du bon, mais il y a quand même un meuble lésé, c'est normal qu'il y ait une indemnisation. Enfin, je trouve ça logique. Moi, quand je loue un bien, une tache de shampoing sur un meuble, ça peut arriver, une tache de café, une tache de vin. S'il faut racheter pour ça, je pense pas que ça relève de l'usure. À partir du moment où le meuble est encore utilisable, on peut pas demander à une personne de repayer tout l'ensemble du meuble. Mais moi, si je loue derrière, je n'ai pas envie d'avoir un meuble taché, en fait. Je loue pour la propreté, je loue pour un lieu qui est sain. Donc moi, et du coup, il faut repayer tout le meuble? Ben je sais pas, il faut voir, il faut une facture, prenant en compte en effet ce qu'il y a à réparer, je connais pas la valeur du meuble, mais s'il faut qu'il soit restauré, qu'il paye la restauration. Donc mais c'est pour ça, ne prenez pas de Airbnb, faites comme moi, allez dans des hôtels, c'est beaucoup mieux et vous n'aurez pas tous ces soucis. Faites attention à votre shampoing également. Pascal Bataille, je sais pas si vos meubles sont tachés par du shampoing, mais sur cette question même, j'aimerais avoir votre avis sur cette question des réseaux sociaux. C'est vrai qu'on tape beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça peut avoir aussi
aussi un effet bénéfique, comme le souligne ici, dans ce cas-là, Jessie Claude. Évidemment que ça peut avoir un effet bénéfique et ça en a même extrêmement souvent. Alors Jessie vient de donner un exemple, mais moi j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour le combat que je mène auprès de l'association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot par exemple, et avec mon amie Lorraine Vivier qui est atteinte de cette maladie, on utilise énormément ces réseaux pour sensibiliser, pour faire passer de l'information, pour évidemment appeler aux dons, mais avant tout faire connaître la maladie et son danger évidemment terrible aujourd'hui puisque c'est une maladie incurable. Donc évidemment que les réseaux sociaux sont très vertueux, sont un outil extraordinaire. Comme tout outil, il y a l'usage qu'on en fait et forcément des problématiques de régulation. Mais là-dessus, et c'est un de nos rares sujets d'accord sans doute, mais je rejoins Kevin sur le fait que pour moi la liberté est une donnée absolument prioritaire. C'est un principe absolument prioritaire et vital, le respect de la liberté. Donc trop de régulation me semble toujours néfaste et je préfère faire confiance à la nature humaine et me dire que au final, après quand même certainement des années d'errance et d'usage plus ou moins bon de ces réseaux sociaux, on arrivera à les utiliser d'une façon la plus positive possible. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a moult exemples chaque jour de leur utilité et de leur intérêt. Bon, d'ailleurs, vous nous écoutez, vous voulez bénéficier justement de ces réseaux sociaux, n'hésitez pas, vous allez sur le compte Facebook de Sud Radio, le compte Twitter pour commenter, pour agir à l'actualité et au débat de l'été qui se poursuivent dans un instant, juste après les infos avec vous, Jessie Claude, avec vous, Pascal Bataille et Kevin Bossuet. On va parler notamment du budget 2025. On a un gouvernement, alors on n'a pas de nouveau gouvernement, mais on a un gouvernement démissionnaire qui s'en occupe, qui le prépare, ce budget. Est-ce qu'il est légitime ou pas à le faire? C'est à suivre sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Ben oui, les débats de l'été, ça continue avec vous. Vous le savez, vous participez à ces débats sur les réseaux sociaux. Vous êtes déjà nombreux à réagir sur le Facebook de Sud Radio. On lira quelques-uns de vos commentaires tout à l'heure. Nos débatteurs du jour pour balayer l'actualité, Jessie Claude, Kevin Bossuet et Pascal Bataille. Pas de nouveau gouvernement donc, mais on a déjà, on l'entendait dans le flash à l'instant, une première version du budget 2025 et c'est le gouvernement démissionnaire donc qui est à la manœuvre. Gabriel Attal propose un gel des dépenses publiques pour l'an prochain. Ça fait bondir la gauche. Avant de débattre, Jules Boscarini, vous nous avez rejoint. Le rappel des faits avec vous. Qu'a dit précisément Gabriel Attal? Alors tout d'abord, Gabriel Attal choisit la continuité et propose de reconduire le même budget pour l'État qu'en 2024, 492 milliards d'euros. Chaque ministère va donc disposer de la même enveloppe budgétaire, mais aucun détail sur les plafonds n'est mentionné. Selon Matignon, cela sert à absorber l'inflation et que c'est essentiel pour retrouver la voie du rétablissement des finances publiques. C'est donc sur cette base que le nouveau gouvernement va devoir trouver les 10 milliards d'euros d'économies sur une hypothétique inflation de 2%. Il va falloir compenser l'inflation. Exactement. Matignon précise également que ce budget réversible pourra être modifié par le prochain gouvernement. Bon, ces déclarations, en tout cas, elles provoquent une levée de boucliers à gauche. Oui, notamment du côté de la France insoumise, Emmanuel Bompard, le député de Marseille qui réagit sur X aux annonces de Gabriel Attal. Un pur scandale, ça suffit. Macron doit nommer Lucie Castet à Matignon afin de préparer un budget à la hauteur des attentes du pays. Et on ouvre les débats tout de suite à ce sujet. Pascal Bataille, vous avez entendu à l'instant ce que disait Jules Boscarini sur ce première mouture du projet de loi mis en place par ce gouvernement démissionnaire pour 2025. Vous comprenez ou pas la colère de la gauche à ce sujet? Alors, je la comprends dans le sens où elle est tellement prévisible et attendue que finalement elle nous semble entendable, mais moi, je comprends aujourd'hui la présentation de ce projet de loi budgétaire par le gouvernement comme effectivement une pratique de gestion momentanée des affaires publiques, des affaires de l'État, par un gouvernement démissionnaire qui n'est donc pas là pour prendre a priori des décisions politiques, mais pour gérer les affaires courantes. Donc je pense pas qu'il était possible pour Gabriel Attal
de présenter autre chose que ce budget, qui est un budget de continuité pure, et en attendant effectivement que Emmanuel Macron veuille bien nommer un Premier ministre et donc définir et que ce Premier ministre définisse une politique pour la France. Donc la réaction de la gauche et notamment de LFI, elle est clairement attendue et elle est clairement inintéressante, comme souvent malheureusement ces derniers temps. Jessie Claude, un projet de budget, en tout cas de l'État, élaboré par un gouvernement démissionnaire. Est-ce qu'il est légitime ou pas, Gabriel Attal, à prendre cette décision-là? Est-ce que ça vous choque ou pas? Alors non, ça ne me choque pas parce que il faut dire quelque chose aux Français. La rentrée arrive, ils peuvent pas rester dans le mutisme. Il fallait qu'ils proposent quelque chose. Maintenant qu'on reste sur les mêmes lignes, ça m'ennuie un peu parce que les réalités des Français évoluent et je pense que les arbitrages budgétaires doivent pouvoir suivre. Lorsqu'on dit qu'on va faire la même chose, alors qu'on a des difficultés qui évoluent, je prends l'exemple de l'hôpital du territoire de Belfort. On en parlait tout à l'heure. Exactement, ouais. Qui a lancé le plan blanc, qui a activé le plan blanc. On se dit qu'ils sont déjà dans une situation, ils sont dépassés. On est en été, on est en août, il n'y a pas beaucoup de monde. Lorsque l'hiver va arriver et qu'on aura les pics de grippe ou toutes ces autres choses-là, comment on va faire si on reste sur la même ligne? Donc, je sais pas comment ils vont réussir à arbitrer ça de façon un petit peu plus adéquate et en réalité, en adéquation avec les réalités du territoire, mais il fallait dire quelque chose. Maintenant, on va voir comment ça se dégoupillera sur la suite et comment seront attribués les crédits. Kevin Bossuet, c'est une décision logique, responsable pour le gouvernement démissionnaire d'avancer déjà ses pions sur ce budget 2025? Mais oui, Gabriel Attal fait ici preuve de responsabilité dans l'attente de la nomination d'un nouveau gouvernement. Il ne fait que finalement prolonger les crédits budgétaires et démontre à quel point il est au service de la France et qu'il souhaite en effet qu'il y ait une continuité de l'État. Et quand j'entends la gauche parler de coup d'État, mais c'est parfaitement clownesque. Je veux dire, évidemment qu'Emmanuel Macron prend son temps pour il prend son temps pour nommer un gouvernement parce que la situation politique est extrêmement compliquée. Et quand vous regardez dans l'histoire, par exemple au moment du Front populaire en 1936, on a attendu un mois avant de nommer un gouvernement. Donc il y a rien qui me choque là-dedans. Ceux qui essayent de faire un coup d'État, ce sont les membres finalement du nouveau Front populaire. Parce que quand je prends les résultats électoraux au second tour des législatives, le RN avec les ciotistes ont fait 37%, le camp Macron et la droite républicaine 28,7% et le nouveau Front populaire seulement 25,7%. Donc quand on raisonne en termes de bloc, évidemment qu'ici la gauche essaye de nous imposer une candidate qui sort de je ne sais où, qui n'a aucune expérience parlementaire, qui joue parfois sur son homosexualité, ce qui on a vu notamment pendant l'été, c'est ridicule. Est-ce que c'est au gouvernement démissionnaire de prendre les devants sur le budget 2025? Bah oui, c'est au gouvernement qui est actuellement en place. Évidemment Emmanuel Macron va devoir nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau Premier ministre avant le mois d'octobre parce que là il y aura le vote du budget. Mais là on est le 21 août. Pour l'instant ça ne me choque pas. On est dans la continuité de l'État. On fait des petites polémiques comme la gauche a l'habitude d'en faire. Pascal Bataille, vous êtes d'accord? C'est une petite polémique, pas de question de légitimité en tout cas du côté du gouvernement démissionnaire pour avancer sur ce projet de loi de finances 2025. Non, mais si le Gabriel Attal avait pris des orientations vraiment politiques différentes et fait donc des choix, on l'aurait immédiatement contesté sa légitimité à le faire et à telle ou telle orientation. Et si ce n'est la gauche, ça aurait été la droite. Si ce n'est la droite, ça aurait été le RN qui aurait contesté le fait que Gabriel Attal, sans majorité et sans réelle légitimité, puisse prendre ses orientations. Donc la seule solution qui s'offrait à lui était effectivement, comme le disait Jessie, de quand même montrer qu'il y a un gouvernement, donc de préparer un projet de loi budgétaire, mais sans modifier les orientations qui étaient et je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'il y a pourtant, mais malheureusement des urgences à traiter et à gérer, et que par exemple effectivement, et on y revient, la situation du système de santé
mériterait qu'on puisse prendre des décisions, mais c'est pas le rôle de Gabriel Attal de le faire, et ça remet effectivement la pression sur Emmanuel Macron et sur l'urgence quand même à doter la France d'un gouvernement qui soit en mesure d'agir et qui puisse bénéficier d'une relative majorité au Parlement. Parce qu'on n'est pas en train de perdre du temps d'une certaine manière, puisque plus on attend avant la nomination d'un nouveau Premier ministre et la mise en place d'un nouveau gouvernement, et moins il l'aura temps, parce que il y a quand même des délais qui sont très courts. Il faut présenter ce projet de loi à l'Assemblée au 1er octobre. Ça va venir très très vite. Au final, il y aura très peu de temps pour un nouveau gouvernement, Jessie Claude, pour mettre en place ce projet de loi de finances 2025. Et je pense que la démarche aujourd'hui du Premier ministre démissionnaire a été celle-ci, de dire comme il y aura peu de temps, ce qu'il peut encore faire dans le cadre de son exercice, il doit le faire. Il doit poser le jalon de ce départ-là pour le potentiel gouvernement qui suivra. Et je pense que c'est à faire parce qu'il ne fallait pas rester dans l'immobilisme. Néanmoins, comment la suite pourra arbitrer ses crédits. Il y a un autre enjeu aussi, c'est l'Europe derrière tout cela, puisque la France risque une sanction de la part de Bruxelles pour des déficits publics excessifs. Le 20 septembre, la France doit envoyer une feuille de route avec justement ses prévisions pour réduire ses déficits. Kevin Bossuet, il y a ça aussi à avoir en tête, et que Gabriel Attal aussi a peut-être en tête, c'est de donner d'une certaine manière des garanties à l'Europe à ce niveau-là. Mais bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, Gabriel Attal est dans la continuité au service de l'État, il fait preuve de responsabilité, la situation budgétaire est catastrophique. D'ailleurs, c'est un peu rigolo parce que monsieur Macron, qui se présentait comme le Mozart de la finance, a laissé des comptes publics en effet à l'agonie, et moi ça ne me choque pas. Il faut faire preuve de pragmatisme. Si vous nommez Lucie Castès, elle va rester 48 heures. Elle va se prendre une motion de censure. La candidate du nouveau Front Donc, populaire. à un moment donné, je veux dire, si c'est pour nommer un Premier ministre et un gouvernement qui dureront 48 heures ou 72 heures, ça n'a strictement aucun sens. Donc, Emmanuel Macron se laisse du temps pour trouver la bonne personne. Peut-être que ce sera un technicien, en effet, sans envergure politique, mais je pense qu'il y aura une dissolution. S'il prend son temps, c'est peut-être qu'il n'a pas la solution. Il n'a pas la solution. Ouais, et il attend aussi que les groupes politiques se mettent d'accord, et c'est pour ça qu'il les reçoit, notamment vendredi. Donc, à un moment, je veux bien qu'on sombre dans l'antimacronisme pavlovien, mais là pour le coup il fait preuve de responsabilité, et puis il y a fort à parier qu'il y aura une dissolution dans 1 an et que les Français retourneront aux urnes. D'ailleurs le Rassemblement National, oui, parce que en effet lundi, la situation est complètement instable. Je veux dire, on en a fini avec la 4e République à cause de cette instabilité, et là on se retrouve dans une 5e République, on va connaître à nouveau cette instabilité, donc on voit bien que ce n'est pas viable sur le long terme. D'ailleurs, rapidement à ce sujet-là, pour conclure sur le sujet, Pascal Bataille, la seule solution, c'est une nouvelle dissolution finalement ? Je ne dirais pas ça aujourd'hui. D'abord parce qu'elle est constitutionnellement impossible faudra attendre un an. Avant 1 an. Donc il faut bien agir pendant 1 an, et j'ose espérer que on va pas attendre pendant 1 an pour donner à la France une politique, que ce soit au niveau intérieur ou international. Et donc je pense qu'il faut faire avec les moyens du bord que Emmanuel Macron a créé lui-même. En générant effectivement cette situation par la dissolution, qu'il n'était absolument pas obligé de décider. Donc il faut faire avec les moyens du jour, et j'espère, moi je crois pas du tout dans cette réunion, dans ces consultations qui vont avoir lieu demain et lundi avec les différents partis. Je pense que les dés sont déjà jetés depuis un bon moment de toute façon, et que on va voir si nos hommes politiques et femmes politiques sont suffisamment motivés par l'intérêt général ou s'ils sont uniquement guidés par leurs intérêts partisans et leurs petits soucis électoralistes. Mais je pense qu'il y a là aussi le terreau pour une vraie entente entre les, on va dire, l'aile droite du PS, qui aille de l'aile droite du PS à l'aile gauche des Républicains, pour définir une politique qui soit à la fois responsable et efficace pour faire face aux enjeux
qui sont cruciaux, qui se posent aujourd'hui à notre pays. Et après, Jessica, on n'est pas à l'abri que la semaine prochaine, on n'ait pas encore trouvé de solution, quoi. Non, je pense pas du tout, parce que effectivement, cette réunion va se tenir vendredi. Je pense qu'il y aura le temps de cette réunion et puis le temps de pouvoir réfléchir sur ce qui s'est dit lors de ces échanges. Donc, on n'est pas à l'abri, effectivement, et ça fait déjà tellement longtemps, je pense qu'on attend qu'on est peut-être plus à une semaine près, et du coup, il vaut mieux une bonne réflexion qu'un mauvais choix. Jessie Claude, Kevin Bossuet, Pascal Bataille, on reste ensemble, on revient dans un instant. La suite des débats de l'été, on ira à Nîmes. Je ne sais pas si vous avez écouté, si vous étiez avec nous à 10h, on parlait de ce nouveau poste de police qui a ouvert ses portes au public. Quartier Pisevin, gangréné par les trafics de drogue, il a ouvert au public hier matin. Il est déjà fermé, il n'ouvrira pas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un incendie, a priori dans un commerce mitoyen. On va réagir à tout cela, parce que c'est vrai que est-ce que c'est un fiasco ou pas ? Ça semble être. Ouais, ça va être compliqué de l'inaugurer comme c'était prévu, ce poste de police, lundi prochain. On en parle juste après ça avec vous et avec nos débatteurs. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Il est bientôt 11h20, on vous accompagne bien sûr jusqu'à 13h pour les débats de l'été avec Maxime Troulot qui sera là avec nous à partir de midi. D'ici là, nos débatteurs, Jessie Claude, Kevin Bossuet et Pascal Bataille. On se rend du côté de Nîmes dorénavant puisque c'est un triste anniversaire aujourd'hui. Il y a un an, jour pour jour, le petit Fayette, 10 ans, était victime d'un règlement de compte entre trafiquants dans le quartier Pisevin, des quartiers gangrénés par les trafics de stupéfiants dans cette ville de Nîmes. Un nouveau poste de police venait d'ouvrir ses portes. Jules Boscani, vous avez rejoint hier matin. Il avait ouvert ses portes au public hier matin et il devait être inauguré lundi prochain. Le problème, c'est qu'il est déjà fermé. Il ne rouvrira pas ce matin. Oui, et c'est aux alentours de 2h30 du matin que le feu s'est déclaré dans un local commercial en travaux qui accueille notamment une boulangerie et une charcuterie. En raison de l'incendie, les murs du bâtiment menacent de s'effondrer, ce qui entraîne la fermeture du commissariat ouvert depuis hier seulement, vous l'avez dit. Il est situé dans le quartier de Pisevin à Nîmes, théâtre de violences liées au trafic de drogue. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de l'incendie et à ce stade, aucune hypothèse n'est privilégiée et aucune victime n'est à déplorer. Et ça peut être un accident ou ça peut être toute autre chose. Rien ne lie pour l'instant, et c'est important de le préciser, vous le faites, cet événement avec les trafics de drogue qui sont largement présents dans ce quartier Pisevin. Merci Jules. On poursuit justement, on en débat tout de suite avec vous, Jessie Claude, Kevin Bossuet, Pascal Bataille. C'est vrai que on est sur un quartier particulier à Nîmes. On avait ce nouveau poste de police qui venait d'ouvrir ses portes au public. C'était un poste de police qui était très attendu. Kevin Bossuet, c'est une très mauvaise nouvelle pour les habitants. C'est une très mauvaise nouvelle pour les habitants. Et ce qui est dramatique, c'est que cela fait longtemps que les habitants alertent sur la situation, notamment à Nîmes et dans certains quartiers. Je me souviens qu'en 2020, dans le quartier Chemin Bas d'Avignon, une école a dû être délocalisée parce qu'il y a eu l'arrivée d'armes de guerre et que les enfants et les enseignants étaient en danger. On l'a vu également il y a quelques mois, où vous avez une médiathèque dans le quartier Pisevin qui a dû fermer, tout simplement parce que le personnel n'était pas en sécurité. Vous avez les commerçants qui souffrent énormément dans le quartier Pisevin. Vous avez l'allée Wagner. Dans cette allée, vous avez plein de petits commerçants qui parfois se font racketter ou sont au milieu des balles et ont dû fermer leurs boutiques. Et on se retrouve en effet dans des quartiers où il n'y a plus beaucoup de commerçants, où les gens ont la peur au ventre quand ils sortent de chez eux ou quand ils emmènent leurs enfants à l'école. Et cette situation est en effet inadmissible. Mais on a affaire ici à du trafic de drogue. Le problème, c'est que l'on a beaucoup trop attendu et il y a eu une forme de laxisme de la part de l'État qui n'est pas intervenu, parfois par idéologie ou parfois parce que l'État n'avait pas conscience des problèmes générés par le trafic de drogue. Il faut dire que ça rapporte énormément beaucoup. Vous avez une spécialiste qui s'appelle Claire Andrieux qui a sorti un ouvrage sur le trafic de drogue et qui a montré que en termes d'argent généré, c'est environ 0,3% du PIB. Donc ce sont des économies locales avec des familles entières qui vivent de cela. Et les premières victimes, évidemment, ce sont les habitants. Et moi, j'ai toujours en souvenir, notamment à Marseille, la jeune Sokaina qui a pris une balle perdue à cause de ces trafics de drogue. Et la maman m'a fendu le cœur parce qu'elle racontait qu'elle avait joué le jeu de la République, elle se saignait pour payer des
des études à sa fille et que à cause d'un état complètement déliquescent, finalement, sa fille est morte parce que la responsabilité de l'État est extrêmement importante. Donc Gérald Darmanin a fait des choses avec des opérations place nette, etc. Mais ce n'est évidemment pas suffisant et on parle souvent des dealers, mais il faut aussi parler des consommateurs et tant qu'il n'y aura pas des sanctions importantes vis-à-vis des consommateurs, le trafic de drogue continuera. Il y a certes des amendes forfaitaires qui ne sont pas payées, qui sont majoritairement pas payées, donc ce n'est pas suffisant. En tout cas, l'État est à l'agonie et les trafics de drogue sont en train de déjouer véritablement l'autorité de l'État et de soumettre cette autorité à leur bon vouloir. Pascal Bataille, il y a quand même des initiatives qui sont prises par l'État, notamment pour revenir à ce poste de police, qu'on installe du côté du quartier Pisevin à Nîmes. Il y a quand même une volonté d'être présent, peut-être davantage présent dans ces quartiers-là. Pascal Bataille, je crois que le son est coupé. Bon, on va vous écouter dans un instant. Oui, Pascal Bataille, on vous a retrouvé. C'est parfait. Pardon. Je disais une volonté et évidemment une nécessité. Alors, Kevin Bossuet mettait au présent son constat sur l'inefficacité et la non prise de responsabilité de l'État, mais malheureusement, ça fait des décennies que c'est le cas et on ne peut pas, pour le coup, mettre la responsabilité de cette situation sur Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs, ni même limiter ça au quinquennat de François Hollande. Ça fait plusieurs décennies que l'État ne prend plus ses responsabilités et n'est plus présent dans un certain nombre de territoires, je le disais tout à l'heure. Alors évidemment, cette initiative, elle est tout à fait louable et il faut la saluer. L'incident est regrettable et malheureux, mais je pense qu'il faut pas là non plus aller chercher une polémique inutile et qui serait totalement contre-productive. Attendons déjà le résultat de l'enquête sur les causes de cette incendie, premièrement, et deuxièmement, intéressons-nous plutôt effectivement au processus qui consiste à remettre l'État au cœur des quartiers et de ces territoires par la présence de commissariats, par la présence de police de proximité, par la présence aussi peut-être à certains moments d'opérations comme Gérald Darmanin a pu en faire, mais dont on sait que malheureusement elles sont trop ponctuelles et un peu trop juste des opérations de communication et qu'il faudrait qu'elles soient plus pérennes, mais pour être efficaces, mais elles vont dans le bon sens. Il faudrait juste que ce soit pas des coups d'un jour, mais que ce soit effectivement des opérations menées sur la durée. Mais ne stigmatisons pas cet incident, ne faisons pas de cet incident une occasion de plus de critiquer une initiative de l'État pour une fois qu'effectivement il y a une volonté de réinvestir les quartiers et les territoires. Oui, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est cette logique-là. Vous avez raison, Pascal Bataille. Jessica Claude, c'est vrai qu'il y a toute cette question de savoir comment on remet de la présence policière dans ces quartiers qui sont gangrénés par les trafics de drogue, comment on remet de la présence policière et la présence de l'État, tout simplement. Complètement. Alors c'est vrai que le sujet du trafic de drogue est un sujet qui est assez particulier. J'étais il y a quelques mois invité par le sénateur Étienne Blanc qui a présenté un rapport sur le narcotrafic, la lutte contre le narcotrafic. Le narcotrafic, est-ce que ça représente environ 3,5 milliards par an, mais ce qui ressortait un petit peu et ce que j'ai pu partager avec lui, c'est le fait que le trafic de drogue c'est un phénomène mondial et qui est très souvent géré à échelle nationale et de façon un peu désarticulée par tous les pays un peu à leur façon. On se rend compte que c'est une organisation mondiale extrêmement tentaculaire et ceux qui travaillent de façon mondiale sont organisés avec des chefs de gang à l'étranger. Exactement, c'est des réseaux qu'on voit partout. C'est des réseaux qu'on voit partout. Donc c'est vrai qu'on essaye un petit peu, j'ai l'impression à notre échelle, d'éteindre le robinet par le bas en disant au niveau du réseau de distribution on va couper. Oui, mais c'est vrai que l'approvisionnement c'est là où aujourd'hui
tout l'essentiel de ce trafic est concentré. Et il faut effectivement de la présence, mais je pense qu'il faut travailler sur plusieurs aspects. Aujourd'hui, je lisais, je crois hier, un article du Monde qui montrait que depuis les opérations Place Nette à Marseille, il y a beaucoup de jeunes qui étaient en bas de l'échelle, qui au final se sont retrouvés à ne plus pouvoir rien faire et qui aujourd'hui aimeraient être accompagnés, aimeraient pouvoir être orientés vers des perspectives de formation, d'emploi. Et je pense que on doit effectivement assurer et remettre en avant la présence policière, mais on doit effectivement tirer un petit peu sur le côté, on va, je dirais, vider un petit peu de l'intérieur la main-d'œuvre et comment on va pouvoir faire en sorte que autant il y ait plus de produits, autant qu'il y ait plus de présence policière, autant qu'il y ait plus personne aussi à l'intérieur pour pouvoir assurer tout ce trafic sur ces territoires-là. Allez, on poursuit les débats de l'été. Dans un instant, tout autre sujet. On part aux États-Unis. On va écouter Barack Obama cette nuit à la convention des démocrates du côté de Chicago, qui apporte son plein soutien à Kamala Harris dans la course à la Maison-Blanche. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Et oui, 11h30 sur Sud Radio, on termine la matinée ensemble, en débat, bien évidemment, vous le savez, comme chaque fois à cette heure-là. Sur Sud Radio, parlons vrai, le retour de Barack Obama, c'est l'un des temps forts de la convention des démocrates qui se tient actuellement à Chicago. Cette nuit, l'ancien président américain a adoubé Kamala Harris dans la course à la Maison-Blanche. Michelle Obama était également présente. Avant d'en débattre, Jules Boscani, que faut-il retenir du discours de Barack Obama? Il n'a pas mâché ses mots à l'égard de Donald Trump. Ouais, c'est le moins que l'on puisse dire, et ce roast, ce qui signifie critiquer avec satire quelqu'un dont les Américains ont le secret, par ailleurs, a clairement galvanisé la foule. L'ancien président étrie l'adversaire de Kamala Harris dans la course à la Maison-Blanche, notamment avec cette déclaration. Voici un milliardaire de 70 ans qui n'a cessé de se lamenter sur ses problèmes depuis qu'il a emprunté son escalator doré il y a 9 ans. Ça a été un flux incessant de reproches et de doléances qui est en fait en train de s'empirer maintenant qu'il a peur de perdre le combat. Et pour défendre celle qui a fait le pari de soutenir le sénateur de l'Illinois en 2008 face à celle qui était favorite pour la présidentielle, Hillary Clinton, Barack Obama tape encore plus fort sur Donald Trump avec une déclaration qui provoque cette fois-ci les rires de la foule. Il y a les surnoms enfantins, les folles théories du complot, cette obsession bizarre de la taille des foules. Et puis celui qui a été président de 2008 à 2016 se permet même de reprendre sa fameuse réplique, celle qui lui avait offert la victoire pour son premier mandat. Yes, she can. Comme vous l'entendez, la foule reprend à l'unisson le slogan, et la symbolique est d'autant plus forte car c'était déjà à Chicago qu'Obama avait prononcé son célèbre Yes Weekend. Cette fois-ci, ce n'est plus le pays qui le peut, mais bien Kamala Harris. On verra ça justement tout de suite avec nos débatteurs. Je rappelle Jesse Claude, Kevin Bossuet, Pascal Bataille. Avant de parler de ce slogan Yes She Can, repris donc par Barack Obama, un mot quand même sur ces attaques de l'ancien président américain envers Donald Trump. Parce que le bataille, c'est un peu le jeu, quoi. C'est ça aussi la campagne présidentielle américaine. Oui, c'est la politique à l'américaine, et vous savez comme moi que Trump n'est pas le dernier à user de ce type d'attaque, et parfois avec des arguments bien plus bas et bien plus vulgaires que ceux utilisés par Barack Obama hier. Moi, au-delà de ça, ce qui me semble vraiment intéressant aujourd'hui, c'est que on a enfin une alternative qui semble crédible face à Donald Trump, avec une sorte d'énergie, d'émulsion là qui semble accompagner la candidature de Kamala Harris, avec la mobilisation quand même de ces ténors américains, de ces ténors du Parti démocrate, de l'ancien président, de son épouse, etc. Et enfin, moi, je vous avoue que je respire un peu, parce que je nous voyais très très mal partis avec un Donald Trump président des États-Unis pour la deuxième fois. Je pense qu'on sous-estime, enfin pas tout le monde heureusement, mais en France on ne parle pas assez du danger que ça représenterait pour le monde d'avoir à nouveau Donald Trump à la tête du premier pays de la plus grande puissance mondiale. Et depuis que Biden a enfin pris la
décision de se retirer et que Kamala Harris est sur le point d'être investie et suscite cette énergie et cet enthousiasme, eh bien, j'avoue que je suis un peu soulagé et que j'ose espérer à nouveau dans une victoire démocrate aux prochaines élections. Obama parlait d'espoir. Vous partagez ce constat ou pas, Kevin Bossuet? Il y a évidemment un espoir dans le camp démocrate, parce que on est passé quand même d'un grabataire, je suis désolé, mais c'était quand même ça, qui n'avait plus toute sa tête ou qui avait des moments d'absence, à une jeune femme en effet extrêmement dynamique, qui suscite beaucoup d'adhésion dans une partie de la société américaine, notamment dans la jeunesse et notamment chez les femmes. Par contre, Kamala Harris a également beaucoup de lacunes. Déjà, elle n'est pas très connue. Elle est connue évidemment en Californie, mais ailleurs aux États-Unis, il y a quand même un manque de notoriété qui est extrêmement important. En outre, elle va devoir porter sur ses épaules le bilan de Joe Biden, qui n'est pas très bon, notamment au niveau de l'inflation ou au niveau de l'immigration illégale. Et il faut toujours avoir en tête que pour devenir président des États-Unis, il ne suffit pas d'avoir une majorité de suffrages, il faut remporter les États clés. Donc c'est pour ça que rien n'est évidemment joué. En outre, elle a des mesures économiques qui, comme le dit très clairement Donald Trump, frôlent le communisme. Quand, pour lutter contre l'inflation, elle appelle au blocage des prix, on peut évidemment s'interroger. Donc je crois que rien n'est fait, que quand vous regardez les sondages, il y a environ 15% d'Américains qui sont extrêmement indécis. Donc il faut que Donald Trump, comme Kamala Harris, finalement arrive à séduire ces Américains plutôt modérés. Et puis il y a aussi une question épineuse, c'est la question de Gaza, parce que Kamala Harris a à sa gauche une extrême gauche pro-palestinienne qui attend beaucoup d'elle, sauf que jusqu'à présent, elle a plutôt été aux côtés d'Israël. Par exemple, elle s'est opposée à l'embargo des armes pour aider notamment les Israéliens. Donc c'est pour ça que rien n'est fait. Et puis avec évidemment avec des manifestations. Et c'est pour ça que Donald Trump également n'hésitera pas à rappeler ses anciennes prises de position, parce que je me souviens que Kamala Harris en 2020 avait appelé notamment à la gratuité des soins pour les sans-papiers, ou à décriminaliser notamment l'immigration illégale, alors que la maîtrise de l'immigration est quelque chose de très important chez les Américains. Donc tout est encore à faire. En tout cas, moi, en tant que professeur d'histoire, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. On voit là encore une fois que l'événement est roi et que rien n'est jamais joué. C'est ce qu'on peut lire. D'ailleurs, je regarde sur les réseaux sociaux, le Facebook de Sud Radio. On nous dit c'est pas de la politique, c'est de l'entertainment, c'est du divertissement d'une certaine manière. Il y a peut-être un peu de ça aussi dans ces attaques, voilà, parce que Barack Obama, au final, il nous a fait un peu du Donald Trump, effectivement, hier, Jessie Claude. Exactement, et c'est très américain. The show must go on. Les Américains ont toujours l'habitude de faire les choses en grand, et je pense que pour les démocrates, il était très important de devoir remettre en avant le fait qu'ils ont un nouveau souffle, ils ont une nouvelle candidate et ils ont un nouveau dynamisme. Je vous rejoins à peu près sur certains aspects. Il est vrai que lorsqu'ils ont annoncé l'arrivée de Kamala Harris pour remplacer Joe Biden, j'étais un petit peu dubitative. Pour quelle raison? Parce que je me suis dit, c'est encore le phénomène de la falaise de verre. Dès que le bateau va couler, on nomme une femme. Maintenant qu'on sait que les démocrates étaient complètement en retard derrière les républicains et notamment Donald Trump, en fait on va prendre une femme. Ça m'a ennuyé parce que Kamala Harris à la base elle avait été choisie vice-présidente pour pouvoir assurer cette succession. Et ils ont attendu que Joe Biden ne puisse plus du tout pour dire en fait on va prendre l'option qu'on avait initialement choisie. Ça m'a un peu embêté pour elle en tant que femme de dire maintenant que ça marche pas trop, on va essayer quelqu'un. On aurait dû, je pense, un peu mieux la préparer à cette succession. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point repose sur le fait qu'effectivement ça donne un nouveau souffle et représente beaucoup de choses pour les Américains et les démocrates. Ce qui est bien, je pense, dans ce qu'elle a réussi à faire, c'est également le choix de son vice-président. Ouais. Elle a élargi, elle a pas pris un profil, je dirais, cette espèce d'Américain un peu beau gosse. Non, elle est partie prendre aujourd'hui un Américain qui parle beaucoup dans les zones rurales, et je trouve que c'est un très bon pari de sa part que d'aller choisir un vice-président comme ça. Et le signal qu'elle a envoyé m'a un peu plus rassuré en disant ok, elle est prête à élargir, elle a fait un bon choix.
Vous disiez juste avant que le bilan de Joe Biden n'est pas bon par rapport à l'inflation. Alors moi je suis un peu embêté parce que Joe Biden il a quand même fait l'IRA, l'Inflation Reaction Act, qui a permis quand même de limiter une certaine forme d'inflation. Les Américains sont aujourd'hui entre 2 et 3% d'inflation. En 2023 en France on était à 5%. Donc je pense que le phénomène d'inflation est effectivement mondial, mais les Américains le ressentent un petit peu moins que nous. Vous prenez le prix ne serait-ce que de l'essence aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Donc je pense qu'il n'a pas un si mauvais bilan que ça, et je pense que le bilan est également lié à ces phénomènes mondiaux, notamment de guerre dans les zones difficiles. Avant de vous redonner la parole, Kevin Bossuet, juste un mot, Pascal Bataille. Ce bilan de Joe Biden, pour vous, ça va être un poids dont elle va devoir se défaire, ou au contraire qu'elle va devoir, où il faut qu'elle l'assume d'une certaine manière? Écoutez, moi je pense que il y a vraiment dans le bilan de Joe Biden plutôt une balance assez positive, à mon sens. En tout cas, quand on compare à ses prédécesseurs, y compris à Barack Obama, qui n'avait pas fait que des réussites dans son action, dans son double mandat, donc je pense qu'il faut l'assumer totalement, et ensuite qu'il faut évidemment qu'elle y apporte une personnalisation et des inflexions, et qu'elle profite de ce que disait à l'instant Jody, c'est-à-dire que d'être une femme, que ce ne soit pas uniquement un alibi, et c'est ce qu'elle semble faire aussi, pour porter un certain nombre de thèmes et de thématiques qui sont essentielles aujourd'hui, et qui sont peut-être moins importantes aux yeux de certains que l'économie, mais moi qui me semble tout à fait prioritaire, comme le droit des femmes, comme effectivement le fait de ne pas laisser reculer certains droits élémentaires et certaines libertés individuelles très importantes, alors que un certain nombre d'États aux États-Unis sont en train de rogner considérablement ces libertés. Donc moi j'espère que Kamala Harris va s'emparer, va prendre vraiment à bras le corps cette investiture et le rôle qui lui est confié. Et je voulais juste ajouter quelque chose d'un petit peu provocateur peut-être, mais je ne suis absolument pas complotiste, rassurez-vous, mais je pense que cette séquence de Biden ne voulant pas se désister, ne voulant pas partir, et puis tout d'un coup laissant sa place à Kamala Harris qui arrive du coup comme une sauveuse, elle aurait été programmée, elle n'aurait pas, elle aurait été extrêmement pertinente, parce que je trouve que là il y a une sorte de tremplin et d'impulsion qui est donnée à cette candidature par la façon dont elle est amenée, qui me laisse espérer encore une fois que ça puisse aboutir à un résultat favorable pour les démocrates. Oui, complètement, je vous rejoins et vous avez raison, parce que cet effet de surprise, je pense, a énormément pris de court Donald Trump, qui s'y attendait pas du tout, et on se rend compte là avec un dernier meeting qu'il a fait où il ne fait que taper en fait en disant Kamala Harris c'est contre la police. Oui, Kamala Harris c'est quand même procureur, ça m'étonnerait qu'un procureur soit contre la police, donc ça montre un petit peu qu'il y était tellement pas préparé que même ses arguments pour être élu ne reposent que sur l'attaque. Et ça, c'est assez dommage lorsqu'on veut être élu de ne pas pouvoir proposer quelque chose à ses concitoyens. Et je vous rejoins complètement sur le fait que l'effet de surprise a, je pense, été un effet qui lui a été très favorable. Donald Trump déstabilisé, Kevin Bossuet ? Il est évident qu'il n'était pas préparé à cela. Personne n'y était évidemment préparé. Il a perdu son ennemi favori, même en termes d'âge. C'était un cadeau pour lui, d'une certaine manière. Joe Biden était évidemment un cadeau. Aux États-Unis, tout le monde pensait que c'était bouclé et qu'il y avait aucun problème. Là, il se retrouve comme étant le candidat le plus âgé, alors qu'avant, il a eu de cesse de taper sur l'âge de Joe Biden. Sinon, le fait de donner des surnoms, il le faisait également vis-à-vis de Joe Biden. C'est la marque évidemment de fabrique de Donald Trump. Et sinon, pour revenir sur l'économie, je veux dire, il y a eu sous Trump, le taux d'inflation, c'était 2,5 à 3%. Puis il y a eu sous Biden une montée très importante au-dessus de 15%. Et aujourd'hui, je crois que c'est un petit peu plus haut, on est autour de 4 ou 5%. Sauf qu'entre-temps, il y a aussi la perception, en effet, de cette reprise économique qui n'est pas totale, notamment chez les Américains, avec un gros problème de pouvoir d'achat et un gros problème notamment d'accès au logement, où pour devenir propriétaire aux États-Unis, c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que, par exemple, Kamala Harris a mis en
avant le fait de donner une certaine somme d'argent à certains primo-accédants. Sauf que nous, là, on parle au niveau, dans un cadre français. J'entendais Pascal Bataille qui parle du progressif, des libertés, etc. J'entends, c'est peut-être quelque chose d'important, mais les Américains, ce qu'ils voient également, c'est leur pouvoir d'achat, c'est comment s'en sortir au bout, et je pense qu'ils veulent un petit peu aussi de modération. Et notamment, il y a cette volonté, ces 15%-là, pas encore convaincus qu'il va falloir convaincre, notamment chez les hispaniques, qui sont plutôt extrêmement modérés, et je pense que les Américains attendent autre chose que des vindictes, etc. Et quelque chose qu'il faut dire aussi, là on a été émerveillé par Kamala Harris, mais c'est peut-être qu'un élan qui va très vite s'arrêter. Certes, il y a une montée dans les sondages, certes, il y a des levées de fonds qui ont été extrêmement importants à la suite de cela. Les démocrates ont eu l'impression véritablement de découvrir une véritable candidate, mais la baudruche peut se dégonfler et Trump peut quand même l'emporter parce que Trump a une base extrêmement solide. À la fois proche et loin, je me souviens qu'en 2016, il avait dit si jamais je commettais un meurtre sur une avenue de New York ou de Washington, de toute façon mes fidèles resteront fidèles. Il a une base extrêmement solide et c'est là-dessus qu'il va s'appuyer parce que certes, nous on a une vision évidemment franco-centrée, mais il y en a beaucoup qui regrettent évidemment l'ère Trump où il faisait Pluton bon vivre, où il a fait de bonnes choses comme dans la lutte contre l'immigration, et malgré ce que disent certains, il n'y a pas eu de guerre en fait sous Donald Trump, ça a été plutôt extrêmement stable. Donc attention non plus à ne pas sombrer dans un prisme trop idéologique, et quand je vois également certains médias américains qui font ouvertement la campagne de Kamala Harris, il peut y avoir aussi un effet qui fait que les Américains en ont ras-le-bol en effet de ce système ambiant et décident de se déporter sur Trump, tout simplement parce que le politiquement correct, ça va bien 5 minutes. Bonjour, tout à fait. Oui. Excusez-moi, oui. Je réponds quant au fait que effectivement il y a peut-être un effet d'aubaine et un effet de lancement pour Kamala Harris. Effectivement, les supports très forts de Donald Trump aujourd'hui lui donnent le bon Dieu sans confession, même lorsqu'il dit n'importe quoi. Et c'est aussi ça le problème. Sa base est très solide, mais quand Donald Trump vous dit en pleine crise Covid qu'il faut boire de la javel pour faire passer le Covid, vous dites c'est un président qui parle là. Donc c'est vrai que il a cette base qui est solide, et voilà, il le doit probablement à son bilan, son engagement. Vous disiez tout à l'heure, Joe Biden était son meilleur ennemi, et c'est vrai, c'était deux vieux ensemble, et lui il survit à une tentative de meurtre, donc c'est le meilleur des deux vieux. Bon, une fois qu'on a dit ça, et Kamala Harris arrive, là du coup on compare plus les personnalités, on compare les programmes, et Kamala Harris était vice-présidente, lui il a été président, donc maintenant on compare les antécédents de vice-président et de président. Et c'est vrai que Donald Trump a pu avoir, je pense, ses avantages, mais il y a des aspects sur lesquels on a été extrêmement limite, voire très inquiétant. Quand on voit la gestion qu'il a eue du Covid, on se retrouve à un moment où les États-Unis étaient vraiment le pays où ils étaient complètement en tête, et ça l'a renvoyé à son propre système de santé. Sur un système de santé qui devrait être complètement capitaliste, où on arrive, selon lui, bien évidemment, mais on arrive des fois dans des pandémies où non, on ne peut pas, et on doit sauver les gens. Et je pense, la vision qu'il avait de la santé publique aux États-Unis et la réalité de cette pandémie ont montré les limites de son programme, de ses idées sur sa société. Donc c'est sur ces aspects-là que je suis un petit peu... Sur la gestion du Covid, je suis d'accord avec vous. C'était assez limite. Ben voilà, on est d'accord. Ouais. Génial. On débat, mais voilà, de temps en temps, on est d'accord. On poursuit ces débats de l'été, bien évidemment. Jessie Claude, Kevin Bossuet, puis Pascal Bataille. Un tout autre sujet à suivre, une nouveauté à la rentrée pour les élèves de CP, le bien-être animal qui doit figurer au programme. Ça vous fait réagir? Bon, on en parle juste après ça. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été, 11h50, une petite dizaine de minutes, on retrouvera Maxime Troulou pour la suite du programme. Mais d'abord, voilà, on termine ces débats de l'été avec nos débatteurs du jour, Jessie Claude, Kevin Bossuet et Pascal Bataille. Un tout autre sujet, donc maintenant, pour conclure, ça sera l'une des nouveautés de la rentrée pour les élèves de CP cette année, le bien-être animal qui figurera dans les programmes. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300 et vos commentaires sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, avant d'en débattre, Jules Boscani, racontez-nous ce qui est prévu précisément dans cet enseignement. Prendre conscience du respect animal dès le plus jeune âge, c'est ce que propose le programme d'enseignement moral et civique aux élèves de CP. Cette question du respect dû aux animaux de compagnie doit intervenir dans le cadre de la compétence, les règles collectives et l'autonomie. Les enseignements ont donc pour rôle d'aider les écoliers à distinguer propriété personnelle et collective et à mieux comprendre le respect qui est dû à l'environnement, aux vivants, aux espaces familiers, aux espaces plus lointains qui sont des biens communs, ainsi qu'une première exigence du respect d'autrui
d'autrui et de la vie en société, comme l'explique la Fondation Droit Animal. Pour rappel, cet enseignement est prévu depuis 2021 par la loi contre la maltraitance animale. Une avancée notable que souligne la Fondation, qui regrette cependant que ce cours aborde uniquement la question des animaux de compagnie. Kevin Bossuet, professeur, alors vous êtes au collège, mais cette initiative d'instaurer le bien-être animal, de l'ajouter au programme du CP, c'est une bonne idée pour vous ? Oui, je trouve que c'est une bonne idée. On juge une société au niveau de sa capacité à bien traiter ou non les personnes vulnérables. On le voit par rapport aux personnes malades, notamment ce qui se passe dans les hôpitaux psychiatriques parfois qui laissent à désirer, les personnes âgées, mais également les animaux. Et c'est vrai que quand on reprend l'histoire récente, on a mis beaucoup de temps à s'intéresser au concept de sensibilité animale, et il faut mettre en avant le fait que, évidemment, les animaux sont des êtres sensibles qui ressentent des choses, et il faut mettre cela en avant. Je veux dire, tous les ans en France, il y a 100 000 abandons, dont 60 000 pendant l'été. Et moi, j'ai déjà vu des élèves qui voulaient absolument un chien, un petit chaton, etc., mais qui ne se rendaient pas compte des conséquences que cela pouvait avoir dans leur vie, parce que quand vous adoptez un chien ou un chat, forcément, il faut s'en occuper. Et ça, il faut en mettre fin véritablement à cet achat, entre guillemets, plaisir, s'il n'y a pas une réflexion derrière. Et puis derrière ça, il y a toute la question, évidemment, de la maltraitance animale, notamment au niveau industriel, avec la castration, par exemple, à vif des porcs, le broyage des poussins, les conditions dans lesquelles certains poulets sont élevés, notamment dans certaines usines. Ça, il faut aussi le mettre en avant. Et je peux vous dire aussi que l'école est aussi là pour apprendre la citoyenneté. Et moi, j'ai une amie qui travaille à la SPA de Gennevilliers, enfin du moins qui est bénévole, et qui a vu des choses horribles. Par exemple, un chien qui a été criblé de balles, des chiens qui ont des membres cassés à cause de la maltraitance. Je pense qu'il faut prendre conscience collectivement de tout cela afin que notre société finalement aille dans le sens de la sensibilité animale. Et d'ailleurs, c'est le désir des Français. Quand vous voyez les émissions animalières, elles font des cartons, et même vous avez même au niveau politique des listes animalistes qui parfois font des scores tout à fait honorables. Pascal Bataille, avant de vous donner la parole, Jessie Claude, Pascal Bataille, vous félicitez de l'arrivée de ce nouvel enseignement pour les élèves de CP concernant ce bien-être animal. Oui, je m'en félicite évidemment sur le principe, et avec quelques petits bémols. D'une part, au détriment de quels autres enseignements ce temps va-t-il être consacré à l'éducation sur le bien-être animal? Deuxièmement, comme le disait très bien Kevin Bossuet, l'école est aussi là pour enseigner la citoyenneté, et j'espère que au-delà du bien-être animal, du respect de l'animal, on va augmenter aussi l'éducation et l'enseignement au respect de l'autre, quel qu'il soit, et avant tout de l'autre humain. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans le primaire et le secondaire en France là-dessus, sur l'éducation à l'altérité, à la différence, au respect de toutes les différences, au respect et aux valeurs citoyennes qui sont les nôtres et que nous perdons un petit peu depuis quelques années. Donc oui, très bien sur le principe. Moi, je suis le premier à défendre la cause animale. Je suis toujours un tout petit peu inquiet de voir que plus les gens qui défendent le plus la cause animale sont souvent les gens qui se préoccupent le moins des autres et de leurs prochains, et que parfois il y a notamment chez les sympathisants du RN que je ne porte pas forcément idées que je ne porte pas forcément dans mon cœur, beaucoup de défenseurs de la cause animale qui se préoccupent plus des animaux que du sort de leurs prochains. Voilà, je pense qu'il faut pas inverser non plus les priorités, donc très bien d'inclure ça au programme du CP, mais ne négligeons pas pour autant les autres principes clés de la citoyenneté et du respect de l'homme et de la femme. Jessie Claude.
Effectivement, je pense que toute forme de bien-être, quelle qu'elle soit, est toujours bonne à enseigner aux enfants. C'est assez intéressant aujourd'hui que on n'attende pas que les personnes aient potentiellement un jour dans leur vie un animal de compagnie pour se soucier du bien-être animal. On sait que les enfants ont beaucoup d'influence sur leurs parents. Je prends l'exemple de l'écologie avec beaucoup de jeunes qui sont mobilisés derrière Greta Thunberg et qui du coup par la suite ont pu sensibiliser leurs parents à certains gestes écolos. Et je pense que le bien-être animal peut également être aujourd'hui un élément sur lequel les enfants pourraient sensibiliser leurs parents. Là, je prends la période, on est en été, vous lisiez juste avant les chiffres de l'SPA. Moi, je voyais que en 2023, il y avait 44 844 animaux qui avaient été abandonnés ou maltraités selon le rapport de la SPA. Plus tôt on sensibilise et je pense plus on pourra limiter les dégâts à l'avenir. Juste rapidement pour conclure, parce que ça fait débat sur notre Facebook de Sud Radio au sein de justement des échanges qu'on peut avoir avec les auditeurs sur le chien loup-beau. Voilà, le chien d'Alain Delon, il était question à un moment parce qu'il avait dit voilà, moi je veux être enterré avec lui, voilà. Savoir s'il allait être euthanasié ou pas, ce chien. Finalement, alors, non, il ne sera pas euthanasié, on le sait, mais ne serait-ce que la question se pose, c'est parce que c'est possible. On peut le faire, c'est quand même assez surprenant, ça, Kevin Bossuet, je sais pas si oui, moi je trouve ça assez surprenant. Vous savez, ça c'est la caractéristique des stars, des gens qui ont beaucoup d'ego, de vouloir voir tout disparaître finalement avec eux. Donc heureusement que ce chien a été sauvé et donc on est très heureux en effet. Et j'espère qu'il vivra le plus longtemps possible, même si je pense que la perte de son maître va être très douloureuse pour lui. Et ben moi j'étais en tout cas très ravi de vous avoir ce matin, Jessie Claude, Kevin Bossuet, Pascal Bataille. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans les débats de l'été sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. 11h58, on file dans un instant à les infos, le journal de midi, et puis on va retrouver Maxime Troulot pour la suite de ces débats de l'été avec encore beaucoup d'actualités au programme. D'ailleurs, on va revenir sur cette question de l'enseignement du bien-être bien-être animal. Oui, à l'école. Souvent le moment à 11h58, c'est là où j'ai un petit coup de fatigue. Ne vous inquiétez pas, on est là jusqu'à 13h, à tout de suite.